Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. C'est la première cause d'infertilité chez la femme et pourtant, la maladie reste encore enfermée dans les préjugés. Tous les ans, la semaine de prévention de l'endométriose rappelle le chemin qui reste à parcourir pour faire reconnaître une souffrance qui touche une femme sur 10 en âge de procréer en France. Pour améliorer l'information du public et la sensibilisation des professionnels de santé, une convention vient d'être signée entre l'État et les associations. Va-t-elle servir à quelque chose? Va-t-elle servir la cause des patientes? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec mon invité. Docteur Éric Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et vous êtes aussi radiologue, c'est-à-dire que vous portez le diagnostic sur la maladie et sur bien d'autres, mais vous ne suivez pas les patients. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette maladie en particulier ? C'est une longue histoire, mais qui remonte à longtemps. Quand j'étais jeune interne, où je suis tombé presque par hasard dans un congrès, le 3e congrès mondial d'endométriose, et j'ai été fasciné par cette maladie. J'ai vu qu'il y avait là un avenir très très important pour cette maladie, parce qu'elle était totalement occultée, méconnue manifestement. Et donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et comme je savais que j'allais faire de l'imagerie spécialisée dans l'imagerie de la femme, que j'allais être spécialisé là-dedans, je m'étais mis ça comme objectif. Ça remonte à longtemps. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai pas brûlé les étapes. Je me suis spécialisé effectivement comme radiologue dans l'imagerie de la femme, et ensuite, petit à petit, j'ai appris à découvrir, à comprendre cette maladie. Et donc, je me suis de plus en plus passionné pour ce sujet. Alors, on va essayer de la comprendre ensemble. Et d'ailleurs, c'est une maladie gynécologique. On la résume souvent à des règles douloureuses, mais le mécanisme, lui, de la maladie est bien plus précis. Est-ce que vous pouvez nous le détailler ? Tout à fait. Et ça, en plus, il y a des avancées récentes qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Alors, il faut remonter à un tout petit peu d'histoire quand même, parce que cette maladie a donc été décryptée sur le plan anatomologique et histologique de façon précise par un Autrichien qui est Rokitansky en 1860. Bon. Alors que historiquement, la maladie remonte à 4000 ans sur le plan clinique. Elle a déjà été décryptée chez les Égyptiens et par les Grecs. Alors, 1860, on décrit effectivement cette ectopie de l'endomètre en dehors de l'utérus. Ça, c'est la définition princeps. Et puis, en 1927, Sampson, un Américain, décrit la régurgitation tubaire, donc des. Alors là, des on règles. s'adresse à du grand public. On va essayer d'expliquer de manière un petit peu plus. Donc, c'est-à-dire un reflux de règles par les trompes. Bon. Ça, effectivement, ça inonde donc le bassin féminin donc de sang et donc des cellules de la muqueuse qui s'appelle l'endomètre, qui tapisse la cavité utérine au sein du muscle utérin, c'est un muscle. Et donc, cette muqueuse se répand un peu partout et comme elle est encore vivante, ce sont des cellules vivantes, elles sont sous les facteurs hormonaux déclenchant des règles chaque mois. Eh bien, ça saigne, elle s'implante et donc elle se développe dans le bassin féminin. Donc ce sont des cellules qui devraient normalement mourir dans l'utérus, mais qui s'échappent et qui vont coloniser d'autres parties du corps. Qui s'implantent et colonisent effectivement d'autres organes en dehors donc, de l'utérus. Et alors ces organes, ça peut être la vessie, ça peut être donc l'ovaire, assez souvent, ça peut être les trompes, ça peut être bien sûr le rectum en arrière de l'utérus, la vessie en avant de l'utérus, et après au-delà, ça colonise ce qu'on appelle le péritoine, c'est-à-dire l'enveloppe de tous ces organes pelviens. Et au-delà, ça peut remonter à droite dans la cavité abdominale pour remonter jusqu'au diaphragme, l'interface entre le thorax et l'abdomen. Et puis, ça peut attaquer le thorax également, et ainsi de suite, et quasiment tous les organes. Alors, c'est une maladie fréquente, on le disait, elle touche une femme sur 10 en âge de procréer. Est-ce qu'on en connaît les causes ? Non, alors les causes sont multifactorielles, c'est très complexe. Alors, pour résumer un petit peu la situation, on peut dire qu'il y a des causes à la fois génétiques, congénitale, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu depuis assez peu de temps qu'il y a une transmission in utero dans le ventre de la mère à la fille à naître. Ensuite, qu'il y a des facteurs donc environnementaux. Alors, essayons de détailler les différentes causes. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que l'endométriose peut se transmettre de mère en fille ? Oui. Oui, absolument. Et c'est le principal facteur de risque pour une jeune femme quand on a la notion que la mère ou la sœur ou l'une des sœurs a une endométriose. Le risque relatif pour cette jeune personne d'avoir l'endométriose est augmenté quasiment par 10.
Donc c'est un facteur principal de risque, c'est le contexte familial. Et donc il y a souvent des formes familiales importantes. Alors on met en cause aussi souvent l'environnement, les phtalates, les perturbateurs endocriniens. Quel rôle joue-t-il dans la maladie? C'est la toxicité de ces différentes, c'est l'exposition à ces différents toxiques de façon ajoutée, sans qu'on sache exactement les mécanismes. Les phthalates, le bisphénol et ainsi de suite sont effectivement incriminés, mais c'est probablement l'accumulation de la toxicité de tous ces éléments qui perturbent le système neuroendocrine, le système hormonal de la femme, qui fait que ça aboutit par des chemins très complexes à une relative hyperœstrogénie, c'est une augmentation du taux d'oestrogène relativement à la progestérone par exemple, mais c'est encore plus compliqué que ça. Eh bien ça finit par déréguler et favorise des choses qui sont... Il faut aller un peu plus dans le détail. Il faut comprendre que le primum movens probablement de cette maladie, ce sont les troubles de la contraction utérine qui font qu'effectivement le muscle périphérique appuie et crée des brèches entre la muqueuse et le muscle. Et donc à ce moment-là, la muqueuse s'en va. Mais elle s'enfuit, elle commence à s'enfuir et migrer dans l'utérus lui-même, dans le muscle lui-même. Et ensuite, effectivement aussi, selon le principe de Thompson en 1927, qui décrit une régurgitation des règles, parce qu'effectivement le muscle appuie dans tous les sens, et notamment dans le mauvais sens. Enfin, dans le mauvais sens, il appuie toujours dans tous les sens, mais globalement, il chasse les règles, non seulement par le vagin, mais aussi, de façon massive, à ce moment-là, par les trompes. Donc c'est un ensemble qui fait que ça migre à la fois dans le muscle et à l'extérieur de l'utérus. Est-ce qu'il y a plusieurs formes d'endométriose? Oui, alors il y a 4 grandes formes simples à retenir. C'est d'abord ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire les trompes et les ovaires. Ensuite, il y a la forme dite superficielle, c'est-à-dire le péritoine, cette enveloppe-là qui recouvre tous les organes pelviens, et il y a la forme profonde. Et la forme profonde, ce sont les muscles qui, pour simplifier, c'est simple, ce sont les muscles qui entourent l'utérus, et en particulier les ligaments qui attachent l'utérus en arrière, au sacrum, sous la colonne lombaire. Ça fait partie de... Alors, ce sont ces 4 éléments qui mesurent le degré de gravité de la maladie? Oui. Alors, pour finir, il y a la 4e forme qui est la forme utérine elle-même, dans le muscle. Bon. Alors, comment on définit la gravité? En fait, il y a plusieurs classifications, mais qui sont relativement inopérantes, qui ne sont pas très fiables, parce qu'on a essayé de trouver des classifications qui sont des classifications chirurgicales quand on opère et qu'on ouvre. Le problème, c'est que le diagnostic, on doit le faire avant, que toutes ces classifications sont imparfaites, un peu abstraites, un peu arbitraires, et ne sont pas très utiles. On a espéré pouvoir faire des classifications de stade de la maladie de 1 à 4, oui, qui est connue, mais qui est très imparfaite et ne permet pas en fait de réellement faire un pronostic sur la fertilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à une femme que vous avez examiné, vos confrères gynécologues, si son endométriose a plutôt un profil assez lourd ou plutôt léger. On peut le dire, mais ce n'est pas en classant la maladie en 1, 2, 3, 4, ça c'est un peu abandonné maintenant. Ce qui est important, c'est de faire un bilan, une cartographie la plus exhaustive possible, avec les moyens dont on va parler d'imagerie, qui permettent de dire, ben voilà, c'est une maladie qui touche ceci, cela. Donc là, on a une appréciation à peu près réelle de la réalité, de l'impact éventuel en subodore. Mais c'est très compliqué de faire des pronostics pour la fertilité. Vous disiez qu'il y a une composante génétique, mais est-ce qu'il y a un profil particulier de femmes, par exemple en âge? Alors, ce sont des jeunes femmes. En général, ce sont quand même le pic de fréquence, ça commence dès l'adolescence, dès les premières règles, et ça ne s'arrête en théorie qu'à la ménopause. Bon, bien sûr, le pic d'activité, c'est en gros en moyenne 15-45 ans ou 15-40 ans. C'est là le pic de dangerosité d'activité de la maladie. Et il y a un profil intéressant à retenir, c'est que probablement, on a remarqué qu'il y a un index masse corporelle inférieur à la normale assez souvent ou proche de la limite inférieure. Donc, ces profils plutôt longilignes. Bon, ce n'est pas une règle absolue, mais enfin, c'est une tendance qui est assez souvent vérifiée en pratique clinique, oui. Alors, l'endométriose, on le sait, a de nombreux retentissements dans la vie quotidienne d'une femme. Le premier, c'est la douleur. Elle a été très longtemps cachée par les femmes. Pour quelles raisons ? Alors ça, c'est lié à la fois, c'est une très importante question, parce que c'est ça qui fait que la maladie est décrite comme tabou, et qu'il y a un retard diagnostique certain de 7 à 9 ans. Mais pourquoi ? Parce que les règles, d'abord, on n'en parle pas facilement, et d'autre part, les douleurs ont toujours été considérées comme inhérentes à la vie de la femme, et en particulier les règles sont considérées comme normalement douloureuses. Bon. Et c'est ça
ça, c'est la conjonction de ces deux éléments qui font qu'on n'en parle pas et que toute femme qui a des règles douloureuses, on dit que ça fait partie de la vie de la femme et donc on s'y intéresse pas et donc ça n'a pas motivé la plupart le corps médical à s'y intéresser plus à cette maladie que cela. Alors évidemment, heureusement, c'est en train de changer parce qu'en fait, c'est pas du tout normal et c'est ça qui fait d'ailleurs le slogan de la campagne de sensibilisation qui a démarré l'année dernière, le 8 mars. Les règles, c'est naturel, mais pas la douleur. Vous dites même qu'il y a 4000 ans, on avait les mêmes préjugés qu'aujourd'hui. Oui, ça a commencé il y a 4000 ans. Ça n'a pas changé. Globalement, il y a eu tout au long de l'histoire des médecins organicistes qui ont compris que c'était une maladie organique, mais l'ensemble du corps médical a plutôt penché sur la version psychique et déclenchement psychique, que c'était lié à un état mental, quasiment à l'hystérie, c'est-à-dire qu'on a confondu pendant longtemps l'hystérie avec l'endométriose, parce que finalement on ne trouvait rien. C'est-à-dire que les malades, les patientes avaient très mal et présentaient la douleur de façon assez spectaculaire, mais en fait, on n'avait pas les moyens de prouver qu'il y avait une véritable maladie derrière. C'était des intuitions de médecins organicistes qui pensaient qu'il y avait un problème de l'utérus, que c'était une maladie organique, mais en fait, ça a été passé sous silence le plus souvent. Mais dans ce que vous dites, on entend aussi, certes que les femmes n'en parlaient pas, mais que les médecins, pas ceux dont vous venez de parler, n'allaient pas chercher les causes de ces douleurs. Absolument. Donc c'est la conjonction de la non-écoute de ces douleurs et puis que la méconnaissance totale d'une maladie réelle, organique, qui fait que pendant très 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 longtemps, et encore jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup d'errances diagnostiques avant d'aboutir à constater que la patiente a une vraie maladie organique qui est responsable de ces douleurs. Alors, outre la douleur, justement, quels sont les autres retentissements dans la vie quotidienne ? Alors la douleur, d'abord, ça a plusieurs sous-composantes. C'est-à-dire que c'est non seulement les règles douloureuses, mais ça peut affecter toute la vie de la femme. C'est-à-dire les rapports sexuels, la vie sexuelle peuvent être douloureux. L'émission douloureuse des urines et des selles, donc la sphère digestive et urinaire peut être largement impactée. Et puis des douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement ce qu'on appelle les douleurs cycliques accentuées par les règles, mais au bout d'un certain temps, elles deviennent permanentes et quotidiennes. Donc ça finit par affecter la qualité de la vie de la femme de façon très sérieuse, handicapante et source d'arrêt de travail, notamment fréquent, puisque c'est la deuxième cause d'arrêt de travail, notamment aux États-Unis, c'est après la migraine. Et puis c'est responsable en France, en moyenne, de 3 jours d'arrêt de travail par femme et par an. Au final, l'endométriose coûte à peu près 10 milliards à la collectivité. À la collectivité, par coût direct de santé et indirect de productivité. Troisième conséquence, et non des moindres, 30 à 40% des femmes qui ont une endométriose rencontrent des problèmes de fertilité. Sait-on pourquoi ? Absolument. Et c'est la première cause d'infertilité actuellement. Alors, sait-on pourquoi ? Oui, parce qu'il y a les mécanismes sont à la fois l'atteinte, par exemple, l'impact de l'ovaire, quand vous avez des kystes dans les ovaires, ça peut affecter, surtout s'ils sont volumineux bilatéraux sur les deux ovaires, la réserve folliculaire et la qualité de l'ovocyte, donc la fonction ovarienne. Il y a un phénomène important à comprendre, c'est que cette maladie crée des adhérences entre les organes, puisque se développe donc ça saigne dans le pelvis, ça crée une inflammation, un état inflammatoire chronique et les organes s'agrègent les uns aux autres, donc c'est une véritable colle là, qui se développe entre les organes. Donc ça perturbe la circulation et la rencontre. On comprend intuitivement que la rencontre entre l'ovocyte et le spermatozoïde soit perturbée par cela. Et puis il y a des tas de mécanismes d'éléments toxiques, inflammatoires qui sont sécrétés, qui font que l'inflammation est elle-même responsable de cette infertilité. Alors on va parler des traitements dans un instant, mais restons sur l'infertilité. Est-ce qu'elle est passagère ou permanente ? Alors, il y a deux types d'infertilité. C'est un fait. Il faut comprendre d'abord que c'est pas synonyme, parce que beaucoup de patientes arrivent en disant je suis stérile. Non, alors je serai stérile. C'est pas vrai. C'est pas du tout la stérilité. C'est un facteur de risque de l'infertilité. Donc effectivement, il y a une menace potentielle. Évidemment, plus l'endométriose sera sévère, plus ce risque sera important. Mais il faut savoir que par exemple, il y a des femmes qui ont des endométrioses très sévères sur le plan anatomique, qui sont malgré tout enceintes. Et parfois, il y en a qui ont des endométrioses beaucoup plus légères et qui ont des difficultés à être enceintes. Donc c'est transitoire. On peut toujours arriver à les aider. Très souvent, on finit par y arriver. Le parcours est souvent un peu long. Dans quel pourcentage à peu près ? Si on cumule tous les éléments techniques qui permettent d'aider une femme à être enceinte, entre la chirurgie et l'aide médicale à la procréation, il en reste finalement peut-être 20% qui n'arrivent plus à être enceinte. C'est surtout dépendant de l'âge. Évidemment, plus on diagnostique tôt,
plus on pourra l'aider facilement. Une patiente qui se présente à 39 ans en voulant être enceinte et qui a une endométriose déjà ancienne, puisque ça dure depuis l'adolescence et qu'on ne l'a jamais traitée, évidemment, là, ça va être plus compliqué. Mais quand on cumule à la fois la chirurgie et l'aide médicale à la procréation, on arrive jusqu'à 70% de succès, hein, malgré tout. L'endométriose s'arrête à la ménopause, mais elle commence avec les premières règles. Comment agir auprès des adolescentes? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission. Docteur Éric Petit, je rappelle que vous êtes radiologue. Comment diagnostique-t-on une endométriose? Alors, l'examen de référence qui est considéré par la communauté scientifique depuis un certain temps maintenant des spécialistes de l'endométriose, c'est l'échographie endovaginale. Alors, l'échographie endovaginale, le seul problème, c'est que la courbe d'apprentissage est longue et que donc les radiologues aptes à faire un diagnostic précis d'endométriose et une cartographie la plus complète en échographie, et cette liste est ce nombre de radiologues ultra spécialisés est quand même très réduite. Il y en a combien en France, donc, par exemple, sur le nombre de radiologues à peu près? C'est difficile de dire, mais enfin, globalement, je pense qu'on est quand même très très peu nombreux à être hyper pointus là-dedans. Ça veut dire que si une dizaine. Si une femme habite dans une région, dans une ville où il n'y a pas de radiologue spécialisé, voilà. Comment fait-elle? Alors, il y a un autre examen, en dehors de cet examen de référence, c'est l'IRM. Et l'IRM, heureusement, est plus accessible d'une certaine façon dans son apprentissage pour dépister l'endométriose auprès de radiologues plus généralistes. Donc, avec l'IRM, on arrive quand même globalement à peu près à dépister, on peut dépister les patientes. C'est la raison pour laquelle on dit que le diagnostic est souvent très tardif et qu'il faut attendre 6 à 7 ans pour poser le diagnostic? C'est ça, en moyenne c'est 7 ans. C'est la raison principale? Ouais. C'est la raison principale. La raison principale, c'est d'abord qu'on n'écoute pas les douleurs. Ensuite, le cas de figure classique, c'est que la patiente dit j'ai mal et puis personne ne l'écoute. Et puis un jour, il y a un médecin qui dit bon, en fait, une échographie, mais elle tombe sur évidemment des gens qui ne sont pas spécialisés. On ne peut pas leur en vouloir, on ne les a pas formés. Et donc à ce moment-là, on lui dit on ne trouve rien. Donc finalement, elle revient, dit je vous avais dit qu'il n'y avait rien. Donc c'est dans votre tête. Donc la douleur n'existe pas. Débrouillez-vous, faites autre chose, allez voir quasiment le psychiatre. Bon. Donc ça, la maladie n'est pas reconnue. Et c'est pour ça qu'on perd un temps fou et qu'en moyenne, c'est 7, voire un peu plus parfois, 8, 9 ans, voire beaucoup au-delà. Mais et c'est cette négation de la douleur et la méconnaissance de la maladie et donc l'incapacité à faire le diagnostic, parce que quand on ne vous a pas montré, on ne vous a pas appris à détecter la maladie, évidemment, on ne pouvait pas la trouver. Alors justement, la maladie peut commencer à l'adolescence. D'abord, comment on pose le diagnostic chez une jeune fille? Je suppose que c'est différent de la femme. Ça, c'est très important. En pratique, c'est très important de faire la différence entre la femme qui a eu des rapports sexuels, donc qui n'est plus vierge, à qui on peut faire une échographie endovaginale, mais il est évident que si vous voulez dépister l'idéalement, c'est de la dépister le plus tôt possible, donc à l'âge de la péripuberté. Eh bien, il faut, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, évidemment, en général, il n'y a pas eu de rapport. Donc là, il faut faire une IRM pelvienne. Alors, il faut la techniquer de façon particulière. Et puis, on s'était perçu depuis pas si longtemps que ça qu'il y a une atteinte dépistable d'emblée au sein de l'utérus, qui est la fameuse adénomiose, qui est un mauvais terme à mon avis, mais enfin ça correspond à l'endométriose utérine, puisque c'est la migration de l'endomètre dans le myomètre lui-même, dans sa partie interne, dans le muscle, et ça peut très bien se voir. Si la maman n'a pas été affectée par la maladie, comment les parents, quels signes doivent chercher les parents pour savoir? Très bonne question, parce que le premier signe dont il faut tenir compte, et qui est très validé, et qui permet de dépister le plus tôt possible la maladie, ce sont les règles douloureuses qui empêchent la jeune fille d'aller au collège ou au lycée après. Donc à ce moment-là, ça donne l'intensité de la douleur est bien marquée à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est quasiment toujours de l'endométriose. Donc à ce moment-là, chez une jeune fille vierge de cet âge-là, il faut faire une IRM pelvienne et chercher et traquer cette migration dans le muscle de l'endomètre. Et ça, c'est l'endométriose utérine qui débute là. Petite précision, toutes les règles douloureuses ne sont pas des endométrioses. Non, quand même pas. Mais beaucoup. Beaucoup, mais après c'est un facteur d'intensité. Alors il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de corrélation entre les symptômes et les lésions. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui ont une endométriose très sévère et n'ont pas mal, quasiment pas mal, et on sait par exemple que la population asiatique est à un seuil de la douleur très différent et qu'en général elles ont très peu de douleur en rapport avec leurs lésions. Et puis il y a des femmes qui ont des endométrioses très modérées et qui ont très mal. Donc en fait l'appréciation de la douleur est très variable. C'est pour ça que nous on a l'habitude de dire qu'il y a quasiment autant d'endométriose que de femmes.
Comment les parents doivent en parler justement aux enfants ou à une jeune fille qui sait qu'elle va peut-être vivre X années avec cette maladie? Ah ben là, il faut, donc une fois qu'on a dépisté, qu'on a alerté, et de dire, bon, faites attention aux règles des jeunes filles, est-ce que ça les empêche d'aller au collège ou au lycée? Alors, il ne faut pas du tout alerter, il faut dire c'est pas grave, justement, c'est tôt, nous arrivons tôt dans le diagnostic, ce qui permet de traiter et d'anticiper le traitement et donc d'arrêter la maladie suffisamment tôt avant qu'elle cause des dégâts beaucoup plus importants 10 ou 15 ans plus tard, parce qu'en moyenne, finalement, actuellement, on arrive autour de 30 ans sur le diagnostic, alors qu'il faudrait arriver beaucoup plus tôt. Et à 30 ans, parfois, la maladie, elle évolue déjà depuis au moins 15 ans, elle a eu le temps de faire beaucoup de dégâts et les douleurs se sont accentuées, et c'est là où il y a un risque pour la fertilité. Oui, parce que toutes les endométrioses ne se déclenchent pas à l'adolescence. Ça commence toujours, oui, à l'adolescence. Mais après, on peut peut-être l'ignorer pendant quelques années, parce qu'elle est très légère. Tout à fait. Et puis en plus, il y a des douleurs qui ne sont pas déclarées tout de suite. Parfois, c'est secondairement, beaucoup plus tardivement. Alors, vous parliez de l'école. On va aborder ce sujet dans un instant. Est-ce que c'est un endroit approprié pour en parler? Mais avant d'avoir votre réponse, on va écouter ce que disait en début de semaine au micro d'Europe 1 la chanteuse Imani, qui porte son témoignage qui a été recueilli au forum Elle Active. Vous avez des douleurs invalidante, c'est pas juste un petit peu mal au ventre, ça vous empêche de sortir du lit, vous pouvez pas aller au travail, vous pouvez pas aller à l'école, aller au sport, ça devient une vraie galère. Quand vous allez voir l'infirmière du lycée ou du collège, elle pense que c'est du chiquet parce que vous voulez pas aller en classe. Comment faire pour combattre ces préjugés ? Eh bien, il faut sensibiliser, il faut en parler directement, probablement, et c'est d'ailleurs un des éléments de la campagne d'Info Endométriose et du partenariat avec les associations de patientes et les ministères du droit des femmes, de l'enfance, c'est de parler dès le collège et de sensibiliser ces jeunes filles à ce problème des règles. Et là, c'est l'infirmière scolaire ou Par exemple, ou le médecin parce qu'il faut former, bien sûr, il faut former les infirmières scolaires, il faut les sensibiliser, tous les soignants qui sont autour de ces jeunes filles, ces collégiennes, il faut les informer. Donc c'est l'un des objectifs du partenariat signé cette semaine. De la campagne. Alors, de la campagne. On a parlé de la maladie. Alors, quel arsenal thérapeutique disposez-vous? De quel arsenal thérapeutique disposez-vous pour combattre la maladie? Mais alors, l'arsenal thérapeutique, il est basé d'abord et avant tout sur le principe d'arrêter les règles. C'est-à-dire que donc c'est hormonal, puisque c'est une maladie qui est hormonodépendante, donc on interfère avec le système hormonal. Il faut mettre au repos le système hormonal et éviter le déclenchement des règles. Donc, puisque en gros, résumé, si on veut faire plus prosaïque, c'est une fuite des règles. Donc, si vous ne coupez pas le robinet central, bien ça continuera à fuir. Donc, il faut déjà arrêter ça. Donc, il faut se baser sur la pilule. C'est la pilule, quelle que soit la pilule, ça peut fonctionner, à condition de la prendre en continu, c'est-à-dire de façon permanente, en enchaînant les plaquettes et à arrêter les règles. À partir du moment où vous arrêtez les règles, la maladie va s'arrêter. C'est-à-dire même chez l'adolescence, on procède de cette façon? Oui, absolument. Donc ça, c'est la première base du traitement. Il y a 3 pieds au traitement. Il y a ça, et ensuite, évidemment, dans les formes les plus sévères, typiquement une patiente qui a entre 30 et 35 ans, qui a trop mal, ça fait 20 ans que ça évolue, qui n'a pas été prise en charge correctement et qui, en plus, présente une éventuelle infertilité. Là, parfois, il faut quand même opérer. Et dans notre centre, dans notre équipe, notre réseau, on a en gros 30% de patientes que l'on voit par an qui sont opérées. Ce sont des formes sévères, mais ce n'est pas plus de 30-35%. C'est-à-dire que la majorité sont médicalement traitées et gérées. Donc 30% sont opérés. Donc là, la chirurgie est lourde. C'est une chirurgie délicate qui demande donc des chirurgiens entraînés. C'est une chirurgie très précise d'orfèvre. Donc on peut enlever toutes les lésions d'endométriose, mais il faut des compétences associées de chirurgien gynécologue, parfois digestif et urologue mélangés. Donc parfois ils sont 3 au bloc. Et ça, c'est le deuxième pied. Le troisième pied, il ne faut pas le négliger, parce que ça l'est un peu trop souvent, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de la douleur. C'est pas parce qu'on a coupé les règles et c'est pas parce qu'on a tout opéré que toutes les douleurs peuvent être s'amender comme ça. Parce que la douleur, c'est très compliqué. Elle est aussi multifactorielle dans l'endométriose. Il y a plusieurs facteurs qui sont effectivement, d'abord le sang, l'hémorragie, l'inflammation chronique, ça c'est très important, mais aussi des petits nerfs qui sont infiltrés, donc on appelle ça une maladie neuropathique. Et puis il y a une immobilisation des organes, les adhérences entre les organes, et après une réactivité de l'intestin et autour une sorte d'immobilisation des structures du bassin, une rigidité des ligaments, de la structure osseuse, ce qui fait qu'il faut agir avec toute une panoplie à la fois dentalgique mais aussi de techniques paramédicales qui sont très efficaces. Mais vous parliez de la chirurgie, comment savez-vous quand vous opérez si vous avez trouvé et donc enlevé toutes les cellules
qui ont migré dans tel ou tel organe au cours des années. Est-ce que la radiologie est suffisamment précise pour le permettre? Tout à fait. Donc avant toute chirurgie qui doit être dans l'idéal quand on décide d'opérer, et pour cela, évidemment, on se réunit en ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, parce que c'est une maladie qui doit être abordée de façon pluridisciplinaire, puisqu'elle peut toucher de très nombreux organes, hein, c'est pas seulement la sphère gynécologique. Eh bien, il faut, quand on décide d'opérer, évidemment, on fait une cartographie précise avant de la maladie. Et ça, l'imagerie peut très bien le faire. Elle est quasiment exhaustive quand elle est bien faite par des gens spécialisés, des radiologues spécialisés. Et on a donc cette échographie, l'IRM éventuellement en complément, parce que dans les formes sévères, parfois il faut faire les deux examens. Et puis le troisième, la partie digestive de la maladie s'explore avec ce qu'on appelle un coloscanner, c'est-à-dire quand on décide d'opérer, à partir du moment où on sait qu'il y a une atteinte rectale en arrière de l'utérus, quand on sait que dans 40% des cas environ, il peut y avoir plusieurs foyers ailleurs sur d'autres segments de l'appareil digestif. Donc il faut faire un scanner digestif particulier. Et puis ce qu'on appelle aussi une écho-endoscopie rectale, qui est une technique immédiatement préopératoire qu'on doit faire sous anesthésie générale pour préciser au millimètre près le lieu le site digestif atteint et comment on va l'opérer. Donc vous voyez, c'est très technique. Donc il y a toute une gamme de techniques d'imagerie qui doivent être bien maniées, à bon escient, au bon moment. Et à partir du moment où on fait ça, les chirurgiens y vont en connaissance de cause, donc peuvent faire une intervention adaptée pour enlever la totalité des lésions. Et c'est en une seule fois que ça doit se faire, parce qu'il faut éviter d'opérer de façon itérative les patientes, puisque ça crée des adhérences, c'est délétère, et enlever partiellement les choses ne sert quasiment à rien. Il faut que l'intervention soit totale et radicale en une première fois. La chirurgie concerne à peu près, vous disiez, 30% des femmes, donc les 70%, le seul traitement, ne relève pas, elle relève du traitement hormonal, c'est-à-dire une pilule. D'une pilule classique ou plus ou moins classique, ça dépend de 13 ans jusqu'à la ménopause. Théoriquement, c'est comme ça. Alors évidemment, dans l'eau, il y a des femmes qui vont finir par être enceintes. Oui, c'est lourd. Oui, bien sûr, c'est lourd. Mais alors, il y a tous les effets secondaires de la pilule à gérer. Donc ça, c'est vrai que c'est une partie compliquée. Mais de temps en temps, on peut faire des pauses parce que la maladie, d'abord, n'évolue pas à toute vitesse. Hein, c'est calme, c'est lent. Et ensuite, mais il faut être vigilant, il faut surveiller. Et ensuite, les femmes en finissent par être enceintes, donc même spontanément. Et le traitement, à la limite, le meilleur traitement, c'est la grossesse. C'est 9 mois sans règles, et elles sont parfaitement bien pendant la grossesse. Après, il y a l'allaitement, et puis ensuite, elles peuvent réenchaîner sous pilule, évidemment, parce qu'il y a un risque de récidive. La grossesse ne soigne pas. C'est ce que j'allais vous demander. Ne soigne pas la maladie. La maladie, dans l'absolu, n'est guérie, ne se développe plus, n'est plus parlante qu'à la ménopause. Quand vous dites à des parents que leur fille de 13 ans va devoir prendre la pilule dès l'âge de 13 ans jusqu'à la ménopause avec les interruptions dont vous parliez, c'est quand même... c'est lourd. Si j'ose dire, la pilule est dure à avaler. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc effectivement, il faut une certitude diagnostique. Et puis de temps en temps, il y a aussi des femmes auxquelles on fait des abstentions thérapeutiques, celles qui ont des douleurs qui sont à peu près gérables. On peut traiter la douleur indépendamment de l'hormonothérapie, hein. Il y a des tas de techniques pour cela. Et si l'endométriose n'est pas très sévère et qu'il y a des intolérances en plus à la pilule, on peut aussi surveiller annuellement. Hein. On a le temps, on peut dire, de voir si les choses s'aggravent vraiment, à ce moment-là, prendre la pilule. C'est à la carte. En fait, il n'y a pas de grandes lignes générales, de dogme à appliquer. Chaque femme est différente. Par patiente. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que ce soit une approche personnalisée de la maladie. Chaque patiente est différente. On a une grosse expérience maintenant et on s'aperçoit qu'on ne peut pas édicter des règles totales et définitives. Il y a quelques grandes lignes de conduite, mais globalement, à chaque fois, il faut personnaliser le dossier. Et c'est pour ça qu'il faut des centres spécialisés, pluridisciplinaires, qui prennent en compte ça avec une grosse expérience derrière. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de l'émission. Est-ce que l'endométriose est reconnue comme une maladie chronique ou même une affection de longue durée? Pour l'instant, non. Donc les patientes peuvent présenter leur dossier au coup par coup, mais ça n'est pas pour l'instant tel quel dans les textes de loi. Tous les ans, à l'occasion, on en parlait à l'instant, de la semaine consacrée à l'endométriose, on voit les pouvoirs publics se mobiliser. Est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, bien sûr. Et ça, c'est grâce aux associations de patientes qui, depuis longtemps, bataillent, pour une bonne quinzaine d'années, se battent pour faire émettre justement
advenir cette reconnaissance de maladies longue durée, de maladies chroniques, de maladies lourdes, comme le reste, comme le diabète, comme toutes les autres maladies chroniques que l'on connaît bien, eh bien c'est grâce aux associations de patientes qui ont fini par faire un partenariat actif avec les ministères, parce qu'il y a aussi le ministère de la Santé, le ministère des droits des femmes, de l'enfance, de la famille, et l'éducation nationale, puisqu'il faut sensibiliser la population, y compris donc au collège, au lycée, comme le disait tout à l'heure. Donc tout ça, évidemment, fait boule de neige. Donc c'est important, ce partenariat. Alors, la parole des femmes se libère, mais est-ce que les actes des médecins se développent? Et autrement dit, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui a marqué l'esprit du corps médical? Absolument, on progresse. Moi, on remarque depuis plusieurs années que ça monte en puissance et que, notamment pour la corporation que je connais bien, les radiologues, ils s'y intéressent de plus en plus et qui viennent aux séances de formation que l'on peut le proposer les uns les autres pour les sensibiliser à apprendre les techniques et opérations, à dépister au moins la maladie. Alors, on n'est pas obligé de demander à tout le monde de savoir faire un bilan exhaustif de la maladie et d'être spécialisé là-dedans, mais au moins de savoir la dépister et de ne pas dire non, il n'y a rien. Donc ça, c'est faisable. C'est un objectif tout à fait atteignable à court, moyen terme. Alors, évidemment, il faut quand même former, donc c'est long puisqu'on part de très bas pour l'instant, mais il faut former les radiologues, il faut former les généralistes, y compris les gynécologues et tous les spécialistes, parce que la maladie peut rentrer par différentes portes d'entrée. Ça peut être la première fois l'urologue qu'elle rencontre, le rhumatologue, le gastro-entérologue. Donc là, il faut sensibiliser à des questions simples. Est-ce que vous avez des règles douloureuses? Jusqu'à quel point est-ce que ça vous handicape? Est-ce que vous êtes obligé de rester chez vous quand vous avez ces règles douloureuses? Est-ce que les rapports sexuels sont douloureux? Les questions, en 30 secondes, on peut savoir s'il y a une endométriose. Oui, le diagnostic est simple. À l'inverse, je voyais sur les réseaux sociaux des gens qui parlaient de surdiagnostic, c'est-à-dire que chaque fois que les règles sont un petit peu douloureuses, on dit « Ah tiens, c'est une endométriose ». Oui, non, mais alors en pratique, moi qui ai une grosse expérience, parce que je vois à peu près 150 patients ne faisant plus que ça par semaine, la plupart viennent par elles-mêmes. Parce que donc elles sont dans l'errance diagnostique, on ne les croit pas, donc elles regardent sur Internet, maintenant tout le monde regarde, se fait son autodiagnostic presque. Et moi je suis frappé du fait que les 2 tiers de mes patientes viennent par elles-mêmes, eh bien elles ne se trompent pas. Je ne trouve, c'est exceptionnel. Donc c'est pas le généraliste ou le gynécologue qui les a envoyées? Non. C'est normal ça? Pas tellement. Ça ne devrait pas l'être, oui. Mais en tout cas, elles s'auto-aident elles-mêmes, puisqu'on ne les croit pas, donc on leur dit c'est pas grave. J'entends même parfois des propos, on m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir l'endométriose. Enfin, il y a plein de contresens sur cette maladie, d'idées reçues. Et donc, finalement, elles se disent, mais je dois avoir ça. Parce qu'en fait, la liste est simple. Vous cochez 7 ou 8 cases et puis vous vous trouvez, avec déjà 3 ou 4 réponses positives, vous avez forcément la maladie. Eh bien, je le vérifie hebdomadairement et c'est 1 à 2 maximum par semaine qui échappent à la chose, parce que parfois c'est pas tout à fait ça et que l'intensité des douleurs n'est pas aussi sévère que ça. Mais la plupart l'ont vraiment. Donc elles sont malades, elles l'ont, donc elles se le trouvent. Donc le diagnostic est facile. C'est presque de l'autodiagnostic, de l'autodépistage, ça. Mais après, il faut faire quand même l'acte diagnostique qui permet de dire c'est ça et jusqu'à quel point c'est ça, pour une prise en charge adaptée sur le plan thérapeutique après. Docteur Éric Petit, merci. Quant Merci à nous, beaucoup. on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé. Merci de votre fidélité.